Découvrez un surprenant chocolat qui pétille dans l'édition or Champs-Élysées de Lindt. Comme toujours, c'est toute l'actu de la semaine revue au travers du prisme de la com. Avec ce soir, la Dream Team de la com, Anne-Claire Ruel, conseillère en stratégie d'opinion, prof de communication politique à Paris 13. Et également les conseillers en com, Jackie Isabello de l'agence Coriolink et Nicolas Boudot de l'agence Tilder. L'actualité a été riche sur le plan de la com cette semaine, notamment du côté politique avec Manuel Valls qui s'est déclaré candidat. C'est l'homme de la semaine même, hein, on peut le dire. Il a lancé sa campagne, c'était lundi soir à Évry, avec un discours sur fond de citoyens de toutes origines. Vous avez sûrement vu ça, United Colors of Manuel Valls, très raillé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Même genre de mise en scène pour son premier meeting, avec un public un peu plus uniforme. Mais en tout cas, les fonds bleus impersonnels, c'est terminé. Il l'a dit lui-même. Écoutez. Mais je l'avoue, après les pupitres devant les mêmes fonds bleus, le protocole, ce retour aux sources, à la simplicité, à l'authenticité, ici parmi vous, dans ce lieu, ça fait du bien. Anne-Claire Ruel, c'est intéressant. Il théorise lui-même son changement de com de Premier ministre à candidat. Tout à fait. Et Manuel Valls, c'est quand même le communicant en chef. C'était le communicant de François Hollande. Oui. Il connaît très bien les rouages de la communication. Il a complètement mis en scène cet effet de candidature avec ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'effectivement la ficelle est un peu grosse, le public derrière un peu voilà, de toutes les couleurs est scénarisé à fond, l'arrivée avec sa femme et ses enfants, donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement bien millimétré pour les médias et fait pour les médias. Il faut aussi, Jackie Isabello, quitter le côté impersonnel de Premier ministre, d'homme d'État pour montrer que maintenant on va au milieu des citoyens. Jaurès disait, quand on ne peut pas changer les idées, on change les mots. Ouais. Donc lui, il nous fait la narration de tout ça. Il faut qu'il retourne auprès du peuple français. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je ne sais pas si vous avez noté lors de sa déclaration, moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'il était tellement électrique qu'à l'issue de sa déclaration, les gens n'osaient pas s'approcher. Donc il n'y avait aucune humanité, on avait l'impression qu'il avait un bouclier énergétique autour de lui et que les gens n'osaient pas lui dire « bravo, c'est sympa ». C'était assez étrange, je ne dirais pas que ça n'avait pas pris, mais on le sentait encore complètement dans son boulot de Premier ministre et les gens n'osaient pas l'approcher, ils avaient l'impression de toucher un demi-dieu et ça cassait le mythe. Donc je pense qu'il est en train de dire aux gens c'est fini tout ça. Et puis, soyons honnêtes, il n'a surtout pas envie qu'on aille sur le terrain des sujets, des idées et de l'ensemble des lois qui font le pédigré Manuel Valls. Nicolas Boudot. Oui, quand on n'a rien à dire sur le fond, on parle de la forme, on parle de la couleur des bâches qui sont derrière et puis de la taille des micros. C'est un peu ce qu'on peut retenir, hein, malgré tout, en étant un peu méchant de la prestation de Manuel Valls, qui, sur le fond, doit se protéger pendant encore quelques semaines, jusqu'au début du mois de janvier, là où la campagne des primaires va battre son plein, et ne pas risquer d'être embarqué sur ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est-à-dire être considéré comme encore Premier ministre en campagne de primaire. Et donc, il doit assumer une rupture qui s'est faite finalement extrêmement vite entre son annonce de candidature et son premier meeting. Donc, pour l'instant, de la forme et rien sur le fond. Sur la forme, toujours par contraste, son successeur, tout comme François Hollande, d'ailleurs, se place dans une posture la plus régalienne possible. Regardez, on a fait un petit parallèle entre François Hollande et Bernard Cazeneuve. C'est assez parlant. La mission que j'ai confiée également au gouvernement, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, dans la préparation de l'avenir. Protéger, progresser, préparer l'avenir. Ce qui est très important, c'est bien sûr d'assurer le fonctionnement quotidien de ce qu'il a à faire en ce qui me concerne l'État. Cette boussole porte un nom, le sens de l'État. Là, on les a vus, hein, les fonds bleus pour François Hollande, justement, et puis les uniformes pour Bernard Cazeneuve, des hommes seuls face aux responsabilités, alors que Manuel Valls, lui, c'est donc au contraire l'homme en campagne, avec une mise en avant, c'est vrai, Anne-Claire Ruel, je crois que c'est vous qui le disiez, hein, une mise en avant assez frappante de sa femme, main dans la main, au moment de l'arrivée à la mairie d'Évry pour sa déclaration de candidature, et puis ensuite omniprésente dans toutes ses apparitions publiques. Ça, c'est un vrai basculement. Hein.
Oui, c'est un basculement et en même temps, ça s'inscrit dans une symbolique qui est très forte, qui est de l'homme en campagne. Il a appris un peu de François Hollande, qui était un homme seul, et il se dit que là, il réhabilite un peu le couple à l'assaut de l'Élysée, en fait. Et donc, on médiatise sa femme pour la protéger et pour se protéger aussi d'une certaine façon. On donne un statut, ce que n'a jamais fait François Hollande, notamment avec ses femmes. Et pour souligner l'émotion du moment, elle va même jusqu'à verser sa petite larme. Vous allez la voir s'essuyer le coin de l'œil à plusieurs reprises. Voilà, c'est assez rare, Nicolas Boudot, de voir l'émotion d'un couple politique mis en scène en France. Oui, c'est assez rare, même si on le voit de plus en plus. Il suffit de se référer à un documentaire sur Emmanuel Macron et Madame, naguère sur Nicolas Sarkozy et Cécilia, et même sur Nicolas Sarkozy et Carla. La mise en scène des femmes, ça permet justement d'humaniser son image quand elle est considérée comme un peu cassante, ce qui est le cas de Manuel Valls, ce qui était le cas de Nicolas Sarkozy. S'appuyer sur une figure féminine, c'est toujours efficace. Et puis, en miroir, en effet, ça permet aussi de s'opposer à l'actuel président de la République, qui reste mystérieux sur sa situation matrimoniale, et sur d'autres hommes ou femmes politiques contre lesquels Manuel Valls va devoir s'opposer, d'abord dans la primaire, et si jamais il était désigné dans dans la campagne pour l'élection présidentielle. Manuel Valls qui s'humanise donc, qui sourit même. Il a dit qu'on lui avait conseillé de le faire, il l'a dit en meeting. Ça nous a rappelé un autre personnage politique qui lui aussi, il n'y a pas si longtemps, expliquait à la tribune qu'il devait bien se résoudre à écouter ses conseillers sur ce genre de points. C'est Alain Juppé. Écoutez les deux hommes, Manuel Valls puis Alain Juppé. J'entendais une radio ce matin. On va venir voir le Valls. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Il y avait même une dame qui disait « Il faut qu'il sourie ». Je souris donc avec vous tous. Mon équipe m'a dit « Laissez-vous applaudir ». Il faut donc que je fasse un arbitrage entre le plaisir et le temps qui passe. Et vous pouvez continuer. Ça ne lui a pas porté bonheur, Jacques Isabello, à Alain Juppé. C'est marrant, cette capacité à être auto-narratif. On connaissait le général de Gaulle qui procédait par tautologie, c'est-à-dire qu'il commentait ses trucs, il se faisait ses propres questions. Rappelez-vous, il y avait un film assez marrant qu'on a tous dû voir, qui était un film avec Matt Damon. Et Matt Damon, à un moment, en conquête pour devenir député ou je ne sais trop quel sénateur américain, puis à un moment, il rencontre une femme et il pète un câble. Et il commence à expliquer tout ce que ses conseillers en com lui ont dit de faire. Alors il dit, vous voyez cette godasse ? Eh bien, ça m'a coûté $15 000 parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop rayée, mais il fallait qu'elle le soit un petit peu pour que ça donne l'impression d'être proche des gens. Donc, ils sont dans l'explication, mais vous savez, Yann Barthès a permis de faire des progrès considérables dans l'analyse de toutes ces images, l'analyse de toute cette scénarisation. Et moi, personnellement, je vais vous dire, je considère que ça fait partie de la démocratie. L'information doit être mise en scène. Ici, c'est joli, il y a de la belle lumière, on essaye d'être synthétique, de dire aux gens, il n'y a pas que ça, il y a du fond, mais aussi leur expliquer ce qu'il y a derrière. Ça fait partie de la vie politique, de la démocratie, et ils s'y prêtent aussi bien volontiers. Et ce qui fait partie de la vie politique aussi, ce sont ces interpellations. Vous citiez cet exemple de Matt Damon qui se fait interpeller par une militante. Ça existe aussi dans la vraie vie. C'est arrivé d'ailleurs à Manuel Valls, figurez-vous. C'était justement en marge de ce premier meeting. Il croise la route de cette militante qui ne l'a pas épargné sur l'unité de la gauche. Regardez cette séquence. Vous avez dit que vous vouliez vous dépasser, alors prouvez-le. Vous parlez tout le temps de rassembler, eh ben rassemblez. Faites une seule primaire avec les trois. Voilà. Mais la primaire... C'est à vous de les convaincre. Arrêtez de jouer comme des gamins dans une cour de récré. Vous avez raison, mais d'abord, vous avez raison. Tout seul, vous êtes foutu. Vous n'avez aucune chance de passer au deuxième tour. Vous m'interpellez, je vous réponds. Oui, maintenant répondez-moi. Voilà, maintenant j'ai le droit. Oui. Très bien. Non, mais vous avez raison. Alors pourquoi vous le faites pas ? Mais parce que, si vous le laissez terminer, même commencer, vous avez raison. Pas toujours facile le sourire Anne-Claire Ruel. Non, pas toujours facile. Et ce qui est très intéressant dans ce passage-là, c'est que Manuel Valls a essayé de montrer à travers son discours ce qu'on appelle, alors c'est un gros mot, un ethos, c'est-à-dire qui je suis quand on donne à voir qui on est. On a un ethos qui est discursif quand on présente un discours. Sauf qu'on a aussi une idée présupposée de la personne avant. On appelle ça un discours, un ethos
cursus. Bref, j'y arrivais. C'est mon côté un peu chiant universitaire. Mais du coup, en fait, il essaie de casser son image, c'est-à-dire de faire l'homme justement rassembleur de la gauche, en utilisant justement des slogans pour montrer que nos vies valent mieux que des pronostics, etc., en empruntant au NPA d'ailleurs, entre parenthèses. Oui. Et donc tout ça, en fait, c'était pour casser son image précédente. Et on voit que ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que quand on change, les hommes politiques sont comme des feuilletons télévisés. On les suit au fur et à mesure, à coups de petites touches, mais ce n'est pas un seul discours qui va changer la donne complètement. Pourtant, à gauche, ils ont un peu l'habitude d'être interpellés, parce que c'est vrai que le Parti socialiste est traditionnellement le parti où on a le droit de tout contester. C'est un peu la foire d'emploi. Donc ils sont élevés tu à ça. Tu connais mieux que nous. Il y en a une autre qui a fait un storytelling d'entrée en campagne cette semaine. C'est bien sûr Marine Le Pen. Elle est remontée en selle, Marine Le Pen, littéralement. C'est l'image de la semaine. C'était lors du salon du cheval avec un Stetson sur la tête. Une image, Nicolas Boudot, qui fait penser à l'Amérique. Forcément, on pense à Donald Trump quand on voit cette image. Oui, alors je pense que c'est pas voulu parce que non, c'est pas voulu. D'ailleurs, elle n'avait pas prévu de mettre le chapeau. Non, elle a fait un premier tour de piste sur le chapeau, elle le met après. Elle le met après. A posteriori, on y pense. Mais ici, nous quatre ici, on y pense évidemment parce que elle sera la trublionne de l'élection présidentielle à venir. Elle le sait. Si on se fie aux enquêtes d'opinion, elle est extrêmement haut. Certains la donnent même en tête au premier tour. Et donc, ça fait penser... C'est de moins en moins vrai, ça. Hein. C'est de moins en moins vrai, c'est exact. Mais malgré tout, elle reste encore extrêmement haut. Et donc, elle viendra probablement perturber l'élection présidentielle telle qu'on se l'imagine en France, c'est-à-dire avec un candidat de droite face à un candidat de gauche. Il y aura peut-être un remake de 2002. Et elle joue cette carte à fond, la carte de celle qui peut faire comme Donald Trump, c'est-à-dire déjouer les pronostics et à la fin potentiellement être élue à la présidence de la République. Ce sera très très dur pour elle, mais finalement ça reste possible aujourd'hui. Il faut qu'on s'interroge nous tous d'ailleurs sur notre capacité à organiser une communication justement pour expliquer ça à l'opinion publique. Elle a intérêt chez qui, Isabello, à surfer sur la vague Trump ? Je ne sais pas si elle a intérêt à surfer sur la vague Trump, même si ça sert sa posture et ça sert ce qu'elle représente en partie. Mais si on revient, Julien, 2 minutes sur cette séquence, c'est le must de la coolitude, normalement, quand on sort de son cadre politique et qu'on se met en scène, et notamment dans une activité sportive. Rappelez-vous de Barack Obama qui passe sa journée à jouer au foot et qui est ultra cool, qui passe sa journée à mettre des paniers et qui est en plus super bon. Moi, j'ai un collaborateur qui l'a vu là et il m'a dit c'était très bien parce qu'elle sait faire du cheval. Ouais. Elle a fait du cheval, donc c'était mis en scène. Si elle n'avait pas fait du cheval, si elle n'avait pas pris de leçons d'équitation, elle ne l'aurait pas fait. Et regardez, elle est plutôt confort sur son cheval et elle a une stature militaire. C'est le général, c'est le cavalier. Et dans l'armée, la cavalerie, c'est une arme suprême. Ce sont les dragons, ce sont les gens qui conquièrent, ce sont les gens qui gagnent les batailles, ce sont aussi ceux qui les ont fait perdre. On ne va pas revenir sur les batailles de Napoléon, mais c'est altier, c'est un port altier. Je ne vais pas utiliser des mots aussi compliqués que ma copine Anne-Claire, mais c'est bien vu. Elle surfe sur la vague du Trumpisme, mais aussi sur la vague de l'anti-journaliste. Regardez comment elle va traiter ce journaliste-là, qui a le tort de travailler pour le Petit Journal. Alors, elle croit au début que c'est Quotidien de Yann Barthès, mais finalement, c'est le Petit Journal. Regardez. Le Petit Journal de nous, ils sont gentils, mais ils sont bien payés sur cette nouvelle chaîne qu'avant. Mais c'est pas quotidien, ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Ça va. Ah oui. Et Eldin, il est ça Non. Je dirais comme la Sainte-Barbe de la politique. L'anti-journaliste, Anne-Claire, ça devrait marcher aussi pour cette élection. Ah mais c'est toujours l'anti-journalisme. D'ailleurs, Manuel Valls, quand il dit il ne faut rien n'est écrit, c'était aussi ça. C'était aussi une lutte contre les médias, les commentateurs politiques de tous bords. C'est rien n'est écrit, une élection n'est pas inscrite. Et donc elle fait aussi évidemment ça. Ça fonctionne très bien en ce moment, l'anti-journalisme. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très en vogue. Donc, elle occupe aussi, Nicolas Boudot, massivement le terrain, Marine Le Pen. Elle était aux 20h de TF1 hier soir et puis ce matin sur le marché de Noël des Champs-Élysées, après une absence prolongée, une absence, on parlait tout à l'heure
de son niveau dans les sondages, une absence qui lui a peut-être coûté un petit peu cher. Est-ce que cette stratégie de communication ne va pas la desservir ? Pendant qu'elle était absente, elle faisait campagne. Elle faisait campagne dans ce qu'elle appelle, elle, la France périphérique, la France qui se sent déclassée. Et donc, elle n'était pas forcément accompagnée de journalistes de caméra et de radio, mais malgré tout, elle était sur le terrain. Et c'est là que va se jouer l'élection, comme on le disait tout à l'heure, l'élection américaine s'est jouée finalement. C'est-à-dire dans des zones où le politique ne va plus, ou dans des zones où justement l'opinion publique, les citoyens... C'est pas parce qu'il n'y avait pas de caméra qu'elle ne faisait pas campagne. Qu'elle ne faisait pas campagne. Là, peut-être que le fait de moins la voir, ça la rend... ça la met moins haut dans les sondages parce que malgré tout, l'opinion publique réagit à ce qu'il voit et à ce qu'il entend dans les médias. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les sondages avec parcimonie et avec distance, parce que fondamentalement, on a tendance à considérer que parce qu'on est invité dans les médias, on est bankable au niveau politique. Ça nous a joué des tours dans l'élection américaine, ça nous a joué des tours même sur la primaire de la droite, où on avait l'impression qu'Alain Juppé allait tout déchirer, et finalement, c'est celui qui était invisible et qui faisait campagne qui l'a largement emporté. Donc, ne nous laissons pas tromper avec ça. C'est vrai qu'on peut s'y amuser, Jackie Isabello. Il y a eu une saturation de l'espace médiatique pour la droite. Aujourd'hui, c'est pour la gauche à cause de la primaire, mais peut-être que c'est une loupe un peu trompeuse. Absolument. Complètement d'accord avec Nicolas. Et on sait que tant qu'on n'est pas en campagne, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas comparer les résultats et les effets des sondages. Là, pour l'instant, elle reste à un socle qui est extrêmement important pour quelqu'un qui n'a délivré aucun message, qui n'est pas du tout allé au combat, qui ne s'est opposé à qui que ce soit lors d'un débat. Voilà, donc... on verra après. Et la politique, ça continue dans le Grand Soir avec En haut de l'affiche dans quelques instants avec Justine. Merci beaucoup à tous les trois, c'était comme toujours. Merci Julien.